hier, le Sénégal est devenu un pays pétrolier. Maintenant, on a droit au chapitre de parler comme un pays pétrolier dans le monde. Bien sûr. Oui, un jour historique, historique qu'on a attendu depuis longtemps, c'est depuis 10 ans. Je rappelle que la découverte de SN1, le premier puits qu'on a eu sur Sangomar, date de 2014. Et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées parce qu'après une découverte, il faut passer au développement, au concept de développement déjà, travailler sur ces aspects-là, un travail qui est conclu par la décision finale d'investissement, qui détermine tout ce qu'il faut investir sur une toute longue période jusqu'à la production. Donc cette phase-là est achevée en 2019 et depuis lors on a commencé le développement du champ de Sangomar pour maintenant arriver au premier baril hier, ce qu'on appelle le first oil. Le first oil. Voilà, donc avant même cela, le Sénégal avait déjà balisé le terrain avec un arsenal juridique sur le contenu local. Quels sont les points essentiels qu'on peut même retenir de cette démarche et comment les Sénégalais seront-ils protégés? Oui, le Sénégal a pris les devants. On n'a pas attendu que les choses avancent pour mettre en place un certain nombre de choses. Le cadre juridique a été mis en place et c'est tout un process qui a démarré depuis la réforme constitutionnelle de 2016 où il est consacré à l'article 25 de notre Constitution l'appartenance de ces ressources au peuple. Je pense que vous en avez entendu parler. Ça a une très grande signification et c'est ça qui drive après ce qui a été fait. Parce que quand on dit que ça appartient au peuple, le peuple c'est ceux qui vivent aujourd'hui, mais aussi ceux qui vont venir demain. Et vous comprendrez pourquoi on a pris une loi sur la répartition des revenus qui crée un fonds intergénérationnel. Donc tout ça c'est très 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 cohérent et logique. Après donc la Constitution, nous avons le Code pétrolier qui en son article 58 jette déjà les orientations générales en matière de contenu local. Après cela, nous avons la loi sur le contenu local, la loi de février 2019, qui maintenant, fixe ce qu'on veut faire en termes de contenu local. Et après cette loi, naturellement, il y a eu des décrets d'application qui créent le Comité national de suivi du contenu local, qui crée le fonds d'appui au développement du contenu local, qui fixe les modalités de participation des entreprises sénégalaises, des investisseurs sénégalais dans ces opérations-là. Donc, 4 décrets d'application qui parachèvent un peu, dans une certaine mesure, le corpus juridique. Nous, au niveau du secrétariat technique, pour maintenant rendre les choses opérationnelles, on a eu à émettre des lignes directrices pour repréciser certaines choses. Donc, pour avoir maintenant la complétude de l'arsenal juridique qui encadre ces opérations-là, en termes de contenu local. Le contenu local, c'est, je veux dire, l'aspect le plus important dans ces opérations pétrolières et gazières. Parce qu'il est sur toute la chaîne de valeur. Depuis l'exploration, la phase d'exploration, en passant par la phase de développement et la phase d'exploitation, la phase de production. On trouve partout le contenu local. Parce qu'en fait, le contenu local, c'est la participation des nationaux dans ces opérations-là. L'idée étant que ces opérations sont budgétivores. Ça demande beaucoup d'argent. Et cet argent est investi par des étrangers, pour l'essentiel. Comment faire maintenant dans ce cas pour que cet investissement-là n'entre pas ici et ressorte du pays par des mécanismes qu'on connaît déjà. Jusque-là, depuis l'annonce du pétrole comme le gaz au Sénégal, le secteur local a engrangé combien de milliards? Parce que les gens pensent que c'est après l'exploitation que vraiment on va avoir les retombées. Du tout. Très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où on perçoit la pertinence du contenu local. À date, l'État attend la production pour qu'on commence à partager des recettes. Il faut produire, stocker, aller vendre et après, par des schémas, trouver une recette à partager. Des bénéfices à partager. Ça, l'État attend. Mais l'économie n'a pas attendu. Nos entreprises locales, par le biais du contenu local, ont gagné quand même des parts de marché assez importantes. En fin 2022, nous, notre rapport d'activité au niveau du secrétariat technique du contenu local, qui compulse les rapports, différents rapports fournis par les acteurs, les donneurs d'ordre,
révèle près de 450 milliards de contrats signés par des entreprises locales. Et ça, c'est fin 2022. Si on ajoute, parce qu'on est en train de travailler sur le rapport de 2023, on est en droit de penser qu'on va titiller les 550 à 600 milliards. Donc, il n'y a pas d'attente. Et ce n'est qu'une partie infime de ce que le contenu local peut faire. Parce que n'oubliez pas que le contenu local a été mis en place, parachevé en 2021. Moi, quand je prenais service, j'avais juste un papier A4, c'était mon décret de nomination. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de ressources humaines, il n'y avait rien du tout. Il fallait tout mettre en place. Donc, il a fallu du temps pour mettre en place tout ça et travailler donc à implémenter le contenu local. On n'a pas encore parlé de la production, parce qu'après la production aussi, c'est du contenu local. C'est justement là où je voulais en venir. Cette production quotidienne qu'on estime à 100 000 barils par jour. Comment le gouvernement, justement, devrait-il mettre en œuvre des politiques visant à réaliser les objectifs de croissance économique et de bien-être des populations vis-à-vis même de ces hydrocarbures? Oui, vous savez, parce que quand on a ces ressources, elles peuvent servir à faire d'autres choses intéressantes au lieu d'aller les commercialiser sur le plan international. Parce que ce n'est pas très ambitieux d'aller vendre du pétrole qu'on raffine ailleurs et qu'on vous revend sous forme de produits finis. Nous avons une raffinerie, il faut saturer sa capacité de raffinage d'abord, et le surplus maintenant, on ne va pas le jeter, le surplus on va le vendre. Donc on va saturer ces capacités-là. La SAR aujourd'hui a des capacités de 1 500 000 tonnes par année. Ils sont en train de travailler sur la SAR 2.0 qui va encore augmenter les capacités, mais pour le moment c'est 1 500 000 tonnes. D'accord. Ça permet, si on utilise notre propre pétrole qu'on raffine, de réduire les coûts. Pour le gaz, c'est encore plus important, parce que le gaz va permettre de produire de l'électricité. C'est pourquoi le gaz de Kayar, le président Macky Sall avait décidé qu'on en fasse un usage exclusivement domestique. Si on le sort et qu'on l'utilise pour faire de l'électricité, c'est des coûts de production d'électricité qui baissent de 40%. Donc, on est en droit de s'attendre à une répercussion sur le coût de vente de cette, ou le coût d'achat des utilisateurs de cette électricité, au moins d'un pourcentage assez important. Parlons de Woodside, qui est l'entreprise australienne du côté de Sangomar. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des 82%, des 18% de Petrosen. Est-ce qu'on peut revenir par rapport à la répartition si on arrivait à exploiter 100 000 barils par jour, contrairement aux géants comme le Nigeria qui a 1 200 000 barils par jour? Par jour, oui, on est juste sur un seul champ, Sangomar. On espère qu'on en aura d'autres. Parce que ça fait polémique quand même, ces chiffres qu'on ne comprend pas. Là-bas, on est à 100 000 barils jour. Dans l'hypothèse de 100 000 barils jour, si on retourne au contrat, à l'article 22 du contrat pétrolier qui lie les acteurs dans ce champ-là, il est expliqué là-bas, il y a un tableau de répartition des bénéfices. Là-bas, à 100 000 barils jour, l'État a 35%. Et les autres, c'est une association dans laquelle il y a Petrosen, ils ont 65%. Qu'est-ce qui se passe? Première étape du partage de bénéfices, l'État prend 35% de la cagnotte à partager. Et puis, il dit aux autres, mais vous, votre part, c'est un bénéfice, bénéfice commercial que vous avez réalisé chez moi. La loi chez moi veut que un tel bénéfice soit frappé de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, 30%. Donc, après avoir pris ces 35% du premier partage, l'État prend 30% de ce que les autres ont, donc 30% du reste, qu'il rajoute au titre de l'impôt sur les sociétés. Après ça, les compagnies vont se retrouver. Petrosen est dedans. Et c'est là où les 82% dont vous parlez là interviennent. Dans cette JV qui regroupe les compagnies pétrolières, Woodside à 82% et Petrosen 18%. Là-bas, dans le partage, Petrosen prend ses 18%. Mais Petrosen appartient à l'État. Donc l'État derrière récupère les 18% de Petrosen. C'est pourquoi, quand il y a eu la polémique, j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Énergie à l'époque. J'avais fait un article intitulé « Comprendre les contrats pétroliers ».
Dans ma démonstration dans cet article-là, je disais que, et l'hypothèse c'était ce contrat-là, de Sangomar, l'État sortait entre 55 et 70% de la cagnotte à partager. C'est ça la réalité, que personne ne pourra infirmer. Et cette réalité-là, quand on entend le discours justement du Premier ministre Ousmane Sonko dernièrement, il disait qu'il fallait renégocier ces contrats. Est-ce possible là, sur cette exploitation en question? Renégocier, c'est toujours possible, mais à quel coût? Il y a des enjeux. Est-ce que c'est sûr aussi et pour quel résultat? Pour moi, en tout cas, pour moi, ce que j'en sais, c'est une voie sans issue. On va perdre du temps, on risque de perdre beaucoup d'argent, on risque d'apeurer les investisseurs, ce qui commence à arriver, parce que vous sortez partout dans tous les plateaux, partout dans les warsakhalad, partout dans la rue, tout le monde parle de dénoncer les contrats. Au-delà de ce que ça renvoie en termes de complexité et tout ça, mais il y a des choses cachées derrière, parce que quand on dit on dénonce les contrats, ça suppose qu'il y a des choses pas du tout nettes qui ont été faites là-dedans, et ça déteint sur l'image des gens avec qui on travaille, de nos partenaires. Je ne suis pas réfractaire. À mon avis, c'est toujours bon quand on ne comprend pas certaines choses, ou en tout cas quand on prend des choses qu'on n'a pas drivé et tout ça, qu'on dise, mais il faut regarder. Que devrait comprendre le Sénégalais qui nous regarde lambda, qui pense peut-être que l'argent du pétrole va tomber comme des enveloppes pour chaque famille? Est-ce que c'est cette lecture-là qu'on devrait justement avoir des retombées? Et l'autre chose, c'est plutôt dans le secteur primaire. Aujourd'hui, on sait que ça rencontre beaucoup de difficultés. Comment aujourd'hui l'exploitation des hydrocarbures peuvent même booster ces secteurs-là qui sont vraiment en difficulté? Très bonne question, à deux niveaux, parce que le premier, c'est que les revenus que l'État tire de ces ressources-là, nous avons une loi qui encadre l'utilisation de ces revenus. Un principe fondamental et extrêmement important, c'est la budgétisation intégrale. Ces revenus-là vont aller dans le budget national. Et ça va aller à l'Assemblée nationale, voter, et ça entre dans le budget. Ça signifie quoi? C'est une caisse commune. L'argent qui entre va servir tous les autres secteurs de la nation. Première étape. L'autre, c'est la transformation de ces ressources-là au profit des autres secteurs, comme par exemple le secteur primaire dont vous parlez, l'agriculture, pour ne pas le citer. Le gaz que nous avons peut permettre de fabriquer de l'urée. C'est pourquoi, au niveau de Petrosen, ils ont déjà travaillé, pris en charge cette question-là. Ils ont créé même la société qui va construire l'usine d'urée vers Ndayane. C'est ça qui va impacter de manière très, très, très significative le quotidien des Sénégalais. Parce qu'en faisant ça, on va avoir de l'urée à moindre coût, ça va booster l'agriculture et ça va aider les stratégies de politique comment on l'appelle, de couverture, en tout cas de souveraineté alimentaire. Donc on va développer l'agriculture à travers ça pour booster la production et maintenant arriver à pouvoir consommer, donc produire ce que nous consommons. Et les enveloppes, par exemple? Les enveloppes, je pense que c'est une les histoires de 400 000. Là, on va parler peut-être de Petrosen. Là, nous sommes dans l'exploitation et l'investissement, ça va se compliquer parce que le Petrosen va supporter une partie de l'investissement. Oui, bien sûr, parce que c'est deux phases. Quand on est en phase d'exploration, Petrosen ne participe pas. C'est pourquoi on dit que c'est des parts portées. C'est les fameux 10%. Qu'il faut oublier tout de suite. Parce que dès qu'il y a découverte, ce n'est plus 10%. Parce que dès qu'il y a découverte et qu'on décide de développer, Petrosen, sur l'ancien côte, avait la possibilité d'aller jusqu'à 20%. Sur Sangomar, la décision a été de s'arrêter à 18%. Sur Yakaterang, l'autre, sur GTA, à 20%. Entre les deux pays. Et maintenant, à partir de cet instant, ce n'est plus porté. Le portage est terminé parce que le risque n'existe plus. On a découverte. À partir de cet instant,
Petrosen participe à tout investissement à la hauteur des parts qu'il détient. Et c'est le cas aujourd'hui sur Sangomar. Pour tout investissement ou toute dépense éligible, en tout cas toute dépense à faire, Petrosen supporte 18%. La création d'emplois, on attend beaucoup des retombées même financières. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Sénégal, on sait très bien que les jeunes n'ont pas d'emploi. Y a-t-il des démarches qui peuvent être même menées pour que les Sénégalais puissent travailler même dans les secteurs de l'hydrocarbure et justement financer ou bien même aider ces Sénégalais d'ici 10 ans de pouvoir même, eux, gérer ces questions-là au lieu d'appeler des étrangers? Bien sûr, c'est l'objet du contenu local aussi, c'est un des aspects du contenu local. Nous avons deux leviers au niveau du contenu local. L'un, c'est le capital humain. Là, la volonté politique, elle est très claire, c'est la préférence nationale. À compétence égale, obligation est faite de prendre des Sénégalais. Et si ce n'est pas possible et qu'on a la dérogation pour aller utiliser des étrangers, on est tenu chaque année de produire ce qu'on appelle un plan de succession. C'est un plan dans lequel l'entreprise, la compagnie, décrit poste par poste comment et dans quel horizon, avec quelle stratégie elle entend remplacer progressivement l'étranger par un Sénégalais. C'est ça la volonté. Maintenant, il y a beaucoup à faire dans l'accompagnement, dans la capacitation du capital humain pour les amener à pouvoir répondre aux attentes du secteur, qui est très, très, très exigeant. Parce que comme vous le savez, le pétrole, il ne suffit pas de se prévaloir d'une expertise pour pouvoir venir travailler le lendemain dans le secteur. On va vous demander des certificats. Des certifications. Des certifications. Et ça, ça coûte très cher. Par exemple, un certificat de base incontournable qu'on appelle le BOSUET, qui un peu prouve l'aptitude de l'individu à survivre en mer, il faut l'avoir pour pouvoir aller travailler en offshore. Ça n'existe pas au Sénégal, la formation. Je viens d'envoyer des jeunes à l'étranger pour aller faire la certification. Ça m'a coûté environ 2 millions par personne. Avec pour tout, il faut le billet d'avion, les frais de formation, le séjour, etc. Donc, il y a beaucoup à faire dans l'accompagnement, dans la capacitation du capital humain pour permettre à nos ressources humaines de se hisser au niveau des standards exigés et pouvoir donc bénéficier de ces opportunités-là. Mais n'empêche, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font aussi en onshore, même si on est en offshore. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on a compulsé un peu tous les rapports d'activité, les rapports d'exécution des plans de contenu local des donneurs d'ordre, on a dénombré plus de 4500 emplois qui ont été créés depuis qu'on a commencé dans ces opérations-là. Donc je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. Si on booste encore les moyens du contenu local, parce qu'il faut le dire quand même, le contenu local n'a pas les moyens de sa politique, de son ambition. Est-ce qu'on doit augmenter le fonds d'appui au contenu local? Bien sûr, c'est de là que je veux c'est sur ça que je voudrais venir. Parce que ce fonds, il est créé, il doit être abondé à partir de 3 sources essentiellement. Une dotation budgétaire de l'État, mais sur laquelle il ne faut pas attendre grand-chose, les choses étant ce qu'elles sont. Les réalités du pouvoir. Les réalités, voilà, c'est compliqué, il ne faut pas attendre grand-chose. Le président avait donné l'instruction au président Macky Sall. La dotation à 1 milliard, ça n'a jamais été fait. Je pense que j'ai eu 200 millions sur ce fonds. Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, on ne peut pas s'attendre vraiment à ce bien sûr, on attend d'eux qu'ils boostent les moyens au niveau de ce chapitre-là. Donc, première source, c'est la dotation de l'État. La deuxième source, c'est une taxe parafiscale qui devait être un prélèvement à effectuer sur tout contrat signé dans le cadre des opérations. Ce décret n'est pas encore signé. J'ai tout fait le nécessaire, mais il n'est pas encore signé. Je pense qu'il y a lieu aussi de booster là-bas pour que le fonds puisse enfin être abondé. Et l'autre source, c'est la plateforme électronique d'intermédiation que nous avons conçue au niveau du secrétariat technique et qui sert de mise en relation et d'intermédiation. Et c'est sur cette plateforme que tous les acteurs doivent aller pour pouvoir participer dans les opérations. Cette plateforme-là permet de collecter quelques revenus également qui abondent le fonds. Mais si on veut vraiment parvenir
à nos objectifs, sur ce fonds-là, je pense qu'il faut mettre en place cette taxe parafiscale. Y a-t-il un autre aspect, c'est-à-dire la participation même de la population vis-à-vis de ces questions? Selon vous, quelle devrait être même cette démarche? Oui, il y a un aspect dont on ne parle pas beaucoup, c'est les projets sociaux. Parce que ça fait partie des obligations des donneurs d'ordre et de des compagnies et de leurs sous-traitants. Ils doivent financer des projets sociaux. Mais un peu comme la RSE que vous connaissez. La responsabilité sociétale de l'entreprise. De l'entreprise, c'est un peu laissé au bon vouloir de l'entreprise. Quoique ici, c'est écrit dans les textes et tout ça, mais on n'est pas allé plus loin pour en faire une obligation, pour l'encadrer davantage en fixant des niveaux de financement qu'il faut faire et tout ça. Je pense que c'est un aspect important. N'empêche qu'aujourd'hui, les acteurs font ce qu'ils peuvent à ce niveau-là. Ils financent des projets dans les zones d'impact. Je pense qu'il faut davantage structurer cette intervention-là pour éviter que ce ne soit des choses qu'on dépense sans impacter. Par exemple, financer des billets de Mecque ou des billets de Rome ou acheter du riz pour les 6C. Je pense que on devrait avoir une approche un peu plus structurée qui consiste à identifier des besoins réels des populations impactées, concevoir des projets, les évaluer, les mettre en œuvre et vraiment impacter sur le quotidien de ces populations-là. C'est important. Nous, au niveau du secrétariat technique, ce n'est pas ça des projets sociaux, mais quand on a discuté avec les pêcheurs, nous avons initié un projet pour convertir des jeunes pêcheurs en marins de l'offshore. Quelque chose d'assez simple. Parce qu'eux, ils connaissent la mer. Oui. Le reste, c'est de leur ajouter quelques couches de formation, de capacitation, pour qu'ils deviennent des marins offshore. Nous avons un projet aujourd'hui d'en convertir 1500. Nous avons déjà fait une phase pilote sur Saint-Louis de 60, où on a fait 50 marins et 10 plongeurs industriels. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec de 3 FPT pour qu'ils nous financent cette première partie qui porte sur 400 jeunes et plus tard faire les 900 qui restent. Parmi les programmes, vous avez déjà entamé un programme Tagat. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas mettre l'accent sur la formation parce que les produits qui ont été faits en onshore ont trouvé la satisfaction des compagnies? Absolument, il faut mettre l'accent sur ça parce que sans la capacitation, on a beau mettre des opportunités pour les entreprises, elles ne pourront jamais capter ces opportunités-là. Donc, il faut mettre l'accent sur la capacitation. Nous avons lancé la première phase de Tagat, qui a consisté à accompagner à peu près 120 entreprises qui ont désigné envoyé leurs agents qu'on a formés sur HSE, hygiène, sécurité, environnement, sur d'autres modules, comme plusieurs modules, même l'anglais est dedans. Nous sommes en train de lancer la deuxième phase de ce programme Tagat cette année. Il y a un autre programme qu'on appelle DAMEL, qu'on a lancé avec l'ADPME, qui a aussi consisté à accompagner une vingtaine d'entreprises pour une enveloppe de 400 millions. Donc je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faut multiplier. Et s'il y a les moyens, le secrétariat technique pourra davantage en faire et ce sera que bénéfique pour le secteur. La toute dernière des questions. Aujourd'hui, vos attentes par rapport au nouveau gouvernement, un gouvernement de fiscalistes? Oui, oui, un gouvernement de fiscalistes. Qui regarde tout. On relève que le président, son premier ministre, le ministre des Finances et d'autres hauts fonctionnaires sont des fiscalistes. Je pense qu'il faut éviter le piège d'avoir cette orientation, cette déformation professionnelle. Donc, avoir une vision fiscale des choses. Je pense que c'est un piège à éviter. Ce que nous attendons, c'est qu'ils mettent davantage l'accent sur le contenu local pour faire profiter davantage le pays, notre économie de ses ressources. Merci beaucoup à Mor Ndiaye Mbaye, ancien secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Adjara Bonardi Cissé. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour la grande édition du soir. Merci.